est-ce que politiquement, c'est pas quand même le retour à la case départ? C'est-à-dire, on revient aux violences du 1er décembre. Vous êtes co-animatrice du grand débat. Est-ce qu'il a servi finalement à quelque chose? Alors, d'abord, je ne crois pas qu'on puisse accepter que 10 000 personnes violentes écrasent la participation d'environ 1,5 million de personnes à cette opération de grand débat. Donc, bien sûr, les images sont terribles, mais difficile d'accepter que 2 mois de travail de fond, avec 10 000 réunions, avec toutes les contributions qu'on connaît sur la plateforme, etc., les cahiers, disparaissent parce qu'on a 10 000 personnes qui ont été très violentes sur les Champs-Élysées. Après, la question, est-ce que le grand débat sert à quelque chose? On aura la réponse quand on aura pris les décisions post-grand débat Alors, et fait les annonces qui vont avec. justement, Pour l'instant, on est dans cette période intermédiaire dans laquelle les réunions sont terminées, les réunions locales sont terminées, les réunions avec des citoyens tirés au sort ont lieu encore ce week-end. alors Et ensuite, on justement, rentre dans dans la ce, phase de consolidation, puis de décision. dans ce contexte, est-ce qu'il ne faudrait pas justement avancer les annonces pour reprendre la main, faire revivre à nouveau ce grand débat face aux violences dont vous reconnaissez qu'elles occupent et elles ont pris le dessus de l'actualité? Alors avec Sébastien Lecornu, on est en charge de l'animation sous le contrôle de 5 garants. On a beaucoup de contributions. Et ces contributions, il faut qu'on les traite. Quand je dis on, c'est pas Sébastien Lecornu et moi Bien qui les sûr. traitons une par une, ce sont toutes les équipes qu'on a mobilisées, les prestataires, à Opinionway d'un côté et puis un consortium autour de Roland Berger de l'autre. Ça n'est pas raisonnable de dire bon bah c'est pas grave, on fait pas le traitement de la donnée. Donc on ne restitue pas ce que les Français ont dit dans le grand débat. Mais on ne peut pas accélérer le traitement des données? On travaille avec ces équipes et les garants que nous avons encore vus mardi dernier pour un calendrier de restitution qui soit rapide mais solide. Et on doit aux Français, on s'est engagé à l'exhaustivité et à la transparence et on va aller au bout parce que c'est l'engagement qu'on a pris. Emmanuel Vargon, ces garants, ils sont pas trop tatillons d'ailleurs, parce qu'ils vous disent au ministre, arrêtez d'intervenir dans les réunions. Et maintenant, semble-t-il, vous avez une consigne de ne plus parler dans les réunions. C'est bien exact? Pas tout à fait. Il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle les réunions d'initiative locale, presque 10 000. Celles-là, elles sont terminées. Les dernières ont eu lieu le week-end du 15 mars à peu près. Et maintenant, on attend juste la remontée des comptes rendus. Il reste un dernier exercice démocratique qu'on n'a pas beaucoup vu le week-end dernier, et bien sûr, je le regrette, qui sont ces conférences régionales citoyennes avec des Où les citoyens ministres tirés ne au s'expriment sort. plus maintenant, hein. La semaine dernière, les garants ont souhaité que les ministres soient pas du tout présents dans le cadre de ces conférences régionales citoyennes, et nous avons respecté cette consigne parce que nous les écoutons. Finalement, la discussion que nous avons eue avec eux en début de semaine montre que on a aussi besoin de valoriser ces conférences, et donc il est possible pour les membres du gouvernement qui le souhaitent d'aller à celles qui auront lieu ce week-end. Pas pendant les débats, C'est ça. parce que Vous ne pouvez pas vous exprimer, mais vous l'idée pouvez n'est accueillir pas les de participants. prendre part, mais d'aller rencontrer les participants, et moi je le ferai, j'irai à Strasbourg. Est-ce que vous avez écouté le débat hier à la télévision entre les chefs de parti? Un morceau, mais pas tout. Alors, le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, propose de faire un ISF vert, c'est-à-dire de faire payer la transition écologique par les riches. Bonne ou mauvaise idée? Il y a 2 idées dans son idée, en fait. Il faut plus d'argent pour la transition écologique, il faut investir dans la transition écologique. Ça, évidemment, je suis d'accord. La transition écologique, c'est un changement complet de mode de production, de mode de consommation, de mode de production d'énergie. Il y a un investissement massif à faire. Cet investissement, il doit être public et privé. Il faut que les entreprises y contribuent, il faut que les entreprises changent leur modèle de production, et évidemment, il faut aussi du soutien public, à la fois pour les infrastructures et aussi pour accompagner les ménages les plus modestes. Après, est-ce que c'est à travers un ISF ou pas? La question fiscale fascine tout le monde, mais en tout cas, ce que le gouvernement a dit, c'est on n'augmente pas la pression fiscale. Donc ce n'est pas une option que vous allez étudier? Pas d'augmentation globale de la pression fiscale. Après, il y a plein de sujets de fiscalité qui sont sur la table. Je ne vais pas me prononcer maintenant. Mais en tout cas, de plus d'argent pour investir, investissement direct, investissement indirect, oui, on en a besoin. Emmanuel Vargon, une autre idée a surgi ou a été remise plutôt sur la table ces derniers jours par la voix d'Elisabeth Borne, qui a confié à certains de nos confrères que la taxe poids lourd, la vignette poids lourd, pourrait être à nouveau discutée. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? Je pense que c'est quand même un problème que les poids lourds qui traversent la France, en particulier les poids lourds qui ne sont pas des poids lourds français, ne contribuent pas du tout à l'entretien des routes.
alors même que ce sont les véhicules qui, par définition, sont les plus lourds, donc qui ont le plus d'impact sur le bon état des routes. Après, c'est un sujet délicat, puisqu'on a une expérience malheureuse collective sur ce sujet. Mais reposer la question, ça me paraît extrêmement légitime. Je ne crois pas qu'Elisabeth Borne ait proposé une solution à ce stade, mais dire que la question se pose et que du coup, peut-être qu'il faut trouver un mécanisme qui permette de répondre à ça, me paraît complètement légitime. Ça veut dire qu'une sorte d'écotaxe, nouvelle version, pourrait voir le jour, puisqu'actuellement, le Sénat est en train d'examiner à nouveau la loi sur les mobilités. Ce ne serait pas forcément une écotaxe, et de toute façon, si on avance dans cette idée, par définition, elle sera proposée aux législateurs, donc elle sera débattue. En tout cas, le gouvernement, ce qu'on comprend ce matin, ne l'exclut pas en tout cas. Oui, moi, il me semble que c'est plutôt une bonne idée. Mais que ce serait une taxe uniquement sur les poids lourds étrangers, sur tous les poids lourds? Je ne crois pas qu'on en soit au stade où on présente un dispositif détaillé. Je crois qu'elle a présenté l'ambition de la loi, qui est une loi avec une très belle ambition. Et dans cette présentation, elle a dit aussi, cette question, il faudra qu'on la traite un jour. Je pense que la caractéristique de ces deux sujets, finalement, c'est qu'on assume de dire, oui, ce sont des questions qu'il faudra traiter un jour. Madame Wargon, c'est une taxe en plus. Vous avez dit plus d'impôts qui augmentent. Ça dépend comment on l'a fait, ça dépend comment on l'applique, ça dépend quelle est la base, enfin ça dépend de beaucoup de choses. Vraiment, ça n'est pas configuré. Mais je crois qu'il faut qu'on assume de dire les problèmes qui avaient été mis sous le tapis dans les périodes précédentes, ce gouvernement essaye d'être courageux et de les affronter. Emmanuelle Wargon, bonjour. Vous le savez, la hausse du prix à la pompe en octobre dernier avait déclenché, ou en tout cas c'était l'un des éléments déclencheur du mouvement des Gilets jaunes. Or, après une accalmie fin 2018, vous le savez, bien les prix à la pompe flambent à nouveau avec une forte augmentation depuis déjà plusieurs semaines. Une augmentation importante. Et c'est vrai, Cyril l'a dit, dans le nord, dans notre région, eh bien, ils sont nombreux à passer la frontière pour faire leur plein en Belgique, où l'essence est en moyenne 5 centimes moins cher du litre. Vous aviez déclaré dans le journal du dimanche, notre politique en matière de voitures est très simple. Plus de sécurité, moins de pollution, moins de changement climatique. Alors, aussi louable soit-elle, cette politique est-elle compatible avec le pouvoir d'achat des Français? Si oui, comment? D'ailleurs, lors des réunions publiques, le refus d'une écologie punitive est souvent ressorti des comptes rendus du grand débat national dans notre région. D'abord, là, l'augmentation du prix de l'essence, elle n'a rien à voir avec la politique fiscale du gouvernement. On a entendu le message des Gilets jaunes de la période précédente, on a stoppé l'augmentation de la taxe carbone et on a dit clairement qu'elle ne reviendrait pas, à court terme. Jusqu'en 2020, après on ne sait pas. Dites-nous. Elle ne reviendra pas tant qu'on n'aura pas créé un consensus très large autour d'une éventuelle augmentation. Et le consensus, on ne l'a pas du tout aujourd'hui. Et donc, elle ne reviendra pas en catimini, elle ne reviendra pas contre les Français, elle ne reviendra que si les conditions du consensus sont là. Et il me paraît très clair que les conditions du consensus les Français sur la question, ne sont pas là. Je n'irai pas plus loin à ce stade, mais en tout cas, c'est vraiment notre philosophie. En attendant, l'essence continue à augmenter quand même. Ça montre bien que notre sujet, c'est d'arriver à réduire le poids de la voiture, essence ou diesel, et des carburants dans le budget des ménages. Donc, en fait, on fait plusieurs choses. La première, c'est le chèque énergie. On a augmenté le chèque énergie assez significativement cette année, donc ça permet de payer sa consommation énergétique. Et la deuxième, c'est la prime à la conversion. On a amélioré la prime à la conversion. Mais le sujet, c'est vraiment de repenser un modèle dans lequel on a moins besoin de sa voiture. Et ce modèle, on ne l'a pas. Moi, je comprends très bien quand les Français disent vous ne pouvez pas, d'une certaine manière, sanctionner l'usage de la voiture alors qu'on n'a aucune alternative crédible à l'usage de la voiture telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que l'électrique n'est pas assez autonome, parce que les voitures électriques sont encore chères, parce que l'urbanisme fait que les trajets domicile-travail sont longs, que pour aller faire les courses, il faut prendre sa voiture. Donc c'est tout ce modèle qu'il faut qu'on réinterroge ensemble. Et en attendant, on a compris le message sur la taxe carbone de la période précédente.